Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs de Zouk TV, nous sommes ce soir dans notre émission Écoutez pour comprendre. Aujourd'hui, nous recevons M. Alain Jeanville, qui est l'ancien directeur du RSI et aussi de la CAF. Il va pouvoir nous développer quelques éléments. Ce que nous demandons avec insistance, écoutez pour comprendre. Nous trop pressés, prendre la parole sans écouter. Écoutez pour comprendre. Monsieur Jeanville, bonsoir. Bonsoir Monsieur Grabin, et merci de me recevoir dans votre émission. Alors Monsieur Jeanville, vous êtes un enfant du pays, vous avez œuvré pour notre pays, vous avez été à la direction de la CAF, ensuite vous avez été à la direction du RSI. Ces deux périodes pour vous représenter quoi? Alors c'était une période très riche en expérience. Alors si vous le permettez, avant de rentrer et de répondre directement à votre question, me présenter plus largement pour les téléspectateurs qui ne me connaîtraient pas. Et effectivement, je suis Alain Jeanville, j'exerce actuellement le métier de consultant expert dans le domaine social et médico-social, après avoir, vous l'avez un peu rappelé, exercé dans des sphères de la direction, dans les différents métiers de la protection sociale. Alors que ce soit dans l'Hexagone ou que ce soit ici, et je me souviens, vous avez raison de le rappeler, quand je suis arrivé en 1993 à la direction de l'URSSAF Martinique, nous avons eu déjà l'occasion d'échanger très largement sur les problématiques les difficultés qu'on pouvait rencontrer le tissu économique de la Martinique. Donc, on se retrouve aujourd'hui, donc je suis très heureux de cela. On rappelle rapidement aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent, singulièrement aux artisans et commerçants. On est dans un cercle très vicieux. Nous avons une opération, un acheteur public, un qui au départ refuse le tarif réel de ce qu'il commande, c'est toujours dans la notion du qui dernier prix. Ensuite, nous faisons la prestation. 1, 2, 3 années, on n'est toujours pas payé. Et finalement, qu'est-ce qui se passe-t-il? La troupe nous rattrape. Vous faites partie de la troupe. Je dois normalement vous payer mes cotisations sociales et autres, les impôts en face. Et vous vous souvenez, quand on a eu de longues conversations à ce niveau, comment faire pour honorer notre dette vis-à-vis de vous, quand de l'autre côté, nous ne sommes pas respectés? En fait, nous servons de banquiers. Cette époque a-t-elle changé? Non seulement je me souviens, mais j'aurais bien aimé que ça appartienne au passé. Mais malheureusement, cette problématique demeure encore aujourd'hui. Mais je vous reconnais bien là, vous êtes entré directement dans le vif du sujet. Mais si vous m'autorisez, je vais brosser le tableau du tissu socio-économique de la Martinique. C'est important de planter le décor et avant d'aborder les différentes problématiques telles que je l'ai vécu. Et vous avez rappelé, mon dernier poste pendant plus de 8 ans a été un observateur privilégié de ce tissu socio-économique, puisque j'étais directeur du RSI anti-Guyane, donc j'avais aussi une vision comparée de ce qui se passait en Guyane, en Guadeloupe et à la Martinique. Alors ce tissu, je vais rien dire de très innovant, parce qu'on le connaît, on le vit, mais il est bon de temps en temps de rappeler des choses. Mais on le subit en permanence. Voilà, c'est 97% de ce tissu économique est composé de ce qu'on appelle les TPE, très petites entreprises, donc moins de 10, et je dirais que plus de 80% ont 0 salarié. Alors vous voyez bien déjà, vous pointez là bien déjà une difficulté. La deuxième difficulté, et ça nous l'avions aussi vu à l'époque, c'est que ces entreprises, ce sont des gens très braves, très vaillants, qui ont, pour échapper à l'inactivité, créé leur emploi. Donc qui disposent de très peu de fonds de roulement, on va dire, et qui, à la moindre accident de trésorerie, comme vous dites, se retrouvent en difficulté. Ça nous donne déjà une piste pour la suite. Je pense qu'il y a moyen d'aider ces entreprises à constituer un fonds de roulement plus conséquent pour éviter. Alors, ce qu'il faut rajouter également par rapport à cet environnement, c'est que beaucoup de ces entreprises sont très dépendantes, et j'arrive à votre question que je n'ai pas oubliée, sont très dépendantes de la commande publique. Et vous savez, selon l'adage, quand le BTP va, tout va bien. Alors, il y avait une légère reprise, et puis après la crise de 2008, les choses ont commencé à aller un petit peu mieux, et puis là, effectivement, les investissements publics se sont effondrés. Donc forcément, par effet de ricochet,
nos entreprises ont des difficultés. Mais dans la difficulté, il y a celles qui ont pu, quand elles ont pu avoir un marché, parce que c'est un vrai parcours de combattants, puisqu'il n'y a pas de règles spécifiques prioritaires pour nos entreprises locales, c'est un autre sujet. Et il se trouve, on l'a vécu, je l'ai vécu, qu'il y a des entreprises qui venaient me voir en difficulté. Le premier guichet, c'était nous. Et mon étonnement, c'était de leur dire, mais êtes-vous allé voir votre banquier? Parce qu'en général, pour accompagner la trésorerie de l'entreprise, c'est le travail du banquier. Alors là, j'ai découvert, pour des raisons qui m'échappent, que les entreprises, que les banques, effectivement, n'accompagnaient pas. Alors peut-être que ça a lié aussi avec le peu de fonds propres qu'avaient les entreprises. Ça, c'est la première chose. Et on pouvait aussi apprendre que les travaux avaient été réalisés dans le cadre du marché public. Donc ces entreprises se retrouvaient détentrices d'une créance vis-à-vis de la collectivité territoriale et en difficulté. Donc à l'époque, on a dû faire preuve d'imagination, vous vous souvenez, face à cette difficulté. Le banquier qui ne joue pas son rôle, le cotisant d'entreprise qui se retrouve avec une créance, mais en difficulté pour faire face au paiement de ses cotisations, c'était de mettre en place différentes procédures qui seraient un peu trop compliquées à rentrer, mais qui permettaient de céder à la Sécu une partie de cette créance, et la Sécu, à ce moment-là, se retournait sous forme de délégance de créance pour toucher sa créance auprès de la collectivité. Mais le vrai problème n'est pas... Parce que là, c'est un pis-aller. C'est face à la difficulté, on avait mis en place. Je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui. Oui, la loi existe. Juridiquement, elle existe. Mais le vrai sujet, Florent Crabin, c'est la problématique du délai de paiement. C'est un vieux serpent de mer. Des efforts ont été faits ces derniers temps, mais je trouve, en tout cas, vu côté des entreprises, je me mets à leur place, les délais sont anormalement élevés et ça peut mettre en difficulté, en péril ces entreprises. Et ça peut être même la double peine. Parce que imaginez que ces entreprises qui voudraient repostuler pour un nouveau marché sur la même collectivité ne pourraient pas obtenir une attestation de paiement parce que, comme vous le savez, pour être éligible à un marché, il faut produire une attestation. Donc c'est une vraie difficulté qui dépasse notre simple compétence là, mais qui devrait mobiliser l'ensemble des acteurs publics. C'est un sujet que je trouve qui n'est pas suffisamment dans les débats, alors qu'il conditionne beaucoup de choses. Ce dysfonctionnement dans la commande publique, ça fait des années que ça existe. Bon, nous avons initié un projet de texte, ça remonte de Feu et Capgras, Émile Capgras. On avait fait le nécessaire, il y avait une commission qui avait été nommée, il y avait un député, M. Tracy Payog, il y avait M. Rodolphe Désiré, toutes ces personnes étaient dans cette commission. Et la particularité, il était clairement indiqué qu'on ne réclamait pas d'argent. On réclamait simplement d'être payer pour nos prestations. La loi d'AI existe, le banquier refuse de l'appliquer. La loi d'AI, ça permet simplement de se présenter chez son banquier en signant un contrat, et avec ça, il vous avance des fonds, et après il rentre dans ses fonds. Après, nous avons eu la cession de créance. Lorsque nous avons constaté que vous étiez payé par délégation de paiement, aujourd'hui, je vous disais, mais ça n'a aucune valeur juridique. La seule qui avait une valeur juridique, c'était la 1690 du Code civil. Il fallait que ce soit une cession de créance et une convention de transaction entre les trois parties, vous, mon donneur d'ordre et nous. Ça a fonctionné. Mais on a constaté depuis les 5-6 dernières années, tout ça est rentré et mis sous le tapis. Et finalement, on voit une évolution très forte dans notre société, la misère. Qu'en pensez-vous de ça ? Tout à fait, vous avez totalement raison. C'est un sujet qui est fort bien documenté. Je suis d'accord avec vous. Et on aurait pu espérer une évolution favorable dans le sens pour les entreprises. Or, en dépit, parce que la législation nationale a également évolué pour resserrer les délais, parce que ce problème vaut aussi pour l'Hexagone, mais pour nous également, sauf que chez nous, c'est accentué, compte tenu de la sensibilité de nos entreprises, justement, par rapport à la commande publique. Et malheureusement, je vous le concède, les choses ne se sont guère améliorées, mais je pense que c'est dû au fait que la mobilisation des acteurs économiques sous cette problématique n'est pas suffisamment forte. Voilà. Alors, vous me disiez, par rapport aux conséquences de cette situation socio-économique sur, effectivement, cette pauvreté dans notre territoire. Alors, ce qu'il faudrait dire déjà, c'est que la pandémie
n'a servi que de catalyseur, d'amplificateur de phénomènes qui existaient déjà dans le domaine économique, mais également dans le domaine social que je vais évoquer tout à l'heure, notamment avec ses conséquences justement sur les plus vulnérables d'entre nous. Mais restons un petit peu encore sur les conséquences économiques. Vous savez que le gouvernement a initié un plan de relance, 100 milliards d'euros, qui a une déclinaison locale de ce plan au niveau régional, qui est appelé plan de refondation pour la Martinique, dont les orientations budgétaires viennent être votées. Il y a un volet de 374 millions d'euros qui seront consacrés à cette relance économique, dont 25% au titre de la redynamisation économique, du tissu économique, avec des orientations sur le tourisme, sur l'agriculture. Mais tout ça, ça va prendre... Alors, il y a la première question à se poser. Alors, ce plan, il y a un volet Europe, il y a un volet État national, il y a un volet local, si on peut dire. Est-ce que ce plan va être à hauteur pour redynamiser une économie qui, évidemment, est atteinte? Alors, je rappelle, selon les estimations de l'INSEE, c'est moins 20% en termes de baisse d'activité entre 2019 et 2020, avec une baisse très marquée, parce que vous savez que notre économie aussi est très tirée par la consommation, oui, très peu par les investissements. Et une fois que la pandémie s'est installée, si on peut dire, et jusqu'à quand on ne sait pas, il y a une baisse de l'activité qui s'est traduite par une baisse de la consommation, mais donc des conséquences aussi avec des gens qui sont au chômage partiel, des gens qui avaient déjà des revenus pas très importants, et aussi les entreprises ont pu obtenir certains prêts garantis par l'État. Mais par rapport à ce que je peux observer, par rapport au potentiel des gens qui seraient éligibles, il y a seulement 2200 entreprises qui ont eu ce prêt. Donc le sujet, comme celui-là, comme ailleurs, c'est pas les dispositifs, c'est la lenteur de mise en place des dispositifs, et c'est surtout les sachants, ceux qui savent, qui sont préparés, et donc ceux qui ont une ingénierie auprès d'eux, donc plutôt les grosses, mais dans les petites entreprises, Tissonson qui a son taxi au Gros Morne, et qui est derrière son métier, voir comment il va maintenir son activité, et qui n'a pas à côté de lui, justement, un expert qui pourra... Là, il appartient très clairement aux chambres professionnelles, que ce soit la chambre de commerce, que ce soit la chambre des métiers, d'accompagner justement ce mouvement-là, pour faire en sorte que déjà, que les entreprises puissent bénéficier des mesures d'accompagnement telles que prévues dans le plan d'accompagnement que je viens de rappeler. Mais je n'ai pas oublié votre question sur l'augmentation de l'exclusion. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Sur ce plan, souvent nous nous posons la question, qui joue plantard quand il fait feuille? Qui joue qui est levé plantard? Or, nous constatons une chose, c'est de l'affichage pur et simple. Quand on sait que pour avoir 1 euro venant de la collectivité, venant de l'État ou autre, il faut être à jour de la Sécu et des impôts. Alors, nous avons entendu beaucoup de personnes. La coiffeuse, par exemple, du coin, elle ne voit que passer sur son écran cette formulation. Quand elle va voir sa comptable, qu'elle peut déjà pas payer, comment peut-elle obtenir un accompagnement? C'est difficile. Comment demander à la comptable de pouvoir continuer à accompagner quand elle-même ne reçoit pas d'argent? Donc, on est dans un cercle vicieux, et c'est une tromperie, une grosse tromperie, un mensonge politique vis-à-vis de notre population. Bien évidemment, il y a les grands groupes, ils ont tous reçu tout ce qu'il fallait. Les moyens ont commencé à arriver un peu de lumière, mais tout le tissu économique de la Martinique n'a rien vu. Et si ce n'était pas vous, CAF, ce serait l'explosion totale. Ce serait l'explosion totale. Là, on ne vous demande pas d'être un jour, on vous verse la somme qui vous est due. À ce niveau, justement, souvent, nous entendons des personnes qui contestent. Qui vont jouer, en fait, tout cas, nous leur disons très souvent, quand on les reçoit, ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas un poche, ils n'ont argent dans eux. Quand ils sont en face de vous, directeur, ils sont tout calmes. Pourquoi agresser le personnel? Et pourquoi ne pas exposer son problème? Vous avez été souvent face à cette réalité, triste réalité. Tout à fait. Alors, les effets de cette crise liée à la pandémie, on les impacte. Mais même en dehors de crise. Hein. Oui.
Même en dehors de crise. Avant crise. Mais comme je le disais, ça a simplement eu un effet amplificateur de problèmes qui préexistaient déjà. Mais il faut qu'on parle justement de cette montée d'extrême pauvreté et de l'exclusion. On a commencé à l'évoquer. Mais je dirais, juste pour terminer le volet entreprise, dire que il y a le cadre macroéconomique. On dit étroitesse du marché, on dit faiblesse structurelle en matière de fonds de roulement, manque d'accompagnement. Mais il y a un sujet, parce que quand j'étais en fonction au niveau du RSI, c'était mon cheval de bataille. J'ai mené plusieurs réunions à ce titre-là. C'est qu'il y a le cadre, mais il y a aussi le comportement de certains de nos chefs d'entreprise. Il faut savoir que face à la difficulté qui existe, qui est bien réelle, on l'a abordé, le comportement consiste quelquefois à faire le mort. C'est-à-dire que... Ultra dangereux. Et je vais venir sur le sujet de volume des taxations d'office. J'ai tenté d'expliquer puisque les cotisations sociales sont fonction du revenu. Il y a une simplification qui va enfin arriver, on l'avait demandé de longue date, c'est qu'aujourd'hui, un travailleur indépendant doit non seulement déclarer au fisc, mais déclarer aussi à la Sécu, ce qui était source de confusion. Aujourd'hui, il n'y aura plus qu'une seule déclaration à faire. On espère que les choses vont être améliorées. Mais aujourd'hui, il faut savoir que 60% de nos travailleurs indépendants ne déclarent pas leurs revenus. Or, en ne déclarant pas leurs revenus, ils seront taxés d'office. La taxation d'office, c'est une taxation forfaitaire, calculée selon une méthode un calcul réglementaire, et qui a pour effet, justement, d'augmenter très fortement une cotisation, mais qui n'est pas réelle, puisque le revenu n'est pas réel. Donc, si je peux me permettre, c'est de dire aux entrepreneurs, précisément, c'est quand votre activité... dans tous les cas, de toute façon. Mais il faut surtout déclarer, puisqu'il y a une proportionnalité entre le montant de ce que vous déclarez et le montant des cotisations sociales, parce que le fait de ne pas déclarer aggrave vos difficultés. Voilà, je voulais terminer là-dessus parce que c'est un sujet important, avant d'aborder la problématique sociale. Et surtout, permettez-moi, surtout de perdre cette habitude, de venir nous dire, moi, ici, vous en papier. Qui papier? Moi, ici, vous en papier. Moi, mettez ça dans le coin. C'est là. Tant joyeuse formule. J'ai eu des personnes qui venaient à nos accueils et qui avaient l'enveloppe cachetée encore de leurs mains. Donc il faut aussi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a supprimé, les gens avaient une espèce de phobie du RSI, on l'a supprimé juridiquement, mais on n'a pas supprimé les cotisations sociales ni les prestations du merci. Tout ça c'est intégré aujourd'hui à la CGSS, à la sécurité sociale, mais il faut savoir qu'en contrepartie de ces cotisations, il y a bien évidemment des prestations qui sont versées, notamment vis-à-vis de la retraite, et que là aussi il y a une proportionnalité entre les cotisations versées quand on est actif par rapport au montant qu'on aura quand on aura la retraite. Mais vous m'avez interrogé depuis un petit moment sur la montée de la pauvreté. 2 chiffres, pas beaucoup. On est passé en très peu de temps, moins de 6 mois, à peu près 36 000 bénéficiaires du RSA, qui est le minima social, je puis dire, phare chez nous, à pratiquement 46 000 en ce moment. Ça traduit bien la difficulté économique et sociale que je viens d'évoquer. Pareil, même si c'est difficile à mesurer, les associations caritatives, que ce soit le Secours catholique, pas toutes les cités, ont vu le nombre de sollicitations exploser. Donc là aussi, ce sont des indicateurs qui nous montrent qu'on a des compatriotes qui sont dans de véritables difficultés. Alors, bien évidemment, j'ai abordé les problématiques économiques, on va aborder les problèmes sociaux, mais tout ça forme tout. Parce qu'il y a un lien direct entre les difficultés économiques et les difficultés sociales. Or, la première inégalité sociale, c'est le chômage. Et je rappelle qu'on a un taux de chômage qui est le double de la moyenne nationale. Voilà. Et ce chômage touche tout particulièrement 40% de nos jeunes, les 15-24 ans. Cela même, on abordera tout à l'heure, à la fin, les problématiques du vieillissement.
Et ces jeunes qui n'ont pas d'autre recours. Avant, c'était organisé par le Bumidum, voilà, dans les années 60. Aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de débouché. Un autre indicateur, et là, il y a une vraie réflexion à mener au niveau des politiques publiques. Encore aujourd'hui, nous avons 34% de ces jeunes que je viens de viser, mais il y a un lien aussi entre ça, qui sortent de l'éducation nationale sans aucun diplôme. Quand vous rajoutez ça avec 13% d'illettrisme, vous avez là le cocktail qui vous explique pourquoi nous avons le double, effectivement, du seuil de pauvreté tel qu'observé en France métropolitaine. Donc, il faut bien comprendre les mécanismes qui conduisent à cela. Après, vous avez raison, les organismes sociaux vont arriver pour jouer le rôle d'amortisseurs de crise. Mais ça ne peut pas être une situation qui perdure. On ne peut pas donner comme ambition à notre jeunesse la seule perspective, deux perspectives, soit partir, alors que ça a des conséquences démographiques, ou soit aller pointer, je caricature à grands traits, mais je ne suis pas loin de la réalité, soit aller pointer aux minima sociaux. Et alors, le problème des minima sociaux, la CAF, c'est pas tant le nombre, le stock, mais c'est un stock qui continue à augmenter chaque année, il n'y a pas de reflux. Pourquoi ? Parce que la partie I, quand c'était le RMI, et la partie A d'activité, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas une politique. On a pris comme fait accompli le fait que, voilà, il y a un non-développement, c'est les jeunes qui payent le plus gros tribut, voilà, et on fait comme si c'était une fatalité. Alors, je pense qu'on peut tout à fait penser le développement de notre territoire en mettant justement comme problématique réussir l'éducation et la formation de nos jeunes, notamment les décrocheurs, ceux qui sont ni en emploi ni en formation. Et donc il y a un vrai sujet, et ceux qui surtout sont éloignés du marché de l'emploi. Là, il y a matière me semble-t-il, à mettre en place une politique qui fasse sens, parce qu'un pays qui sacrifie ses jeunes, parlant de la vieillesse aujourd'hui, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Alors sur ce volet, nous conduisons tous ces jeunes dans 50 ans. Ils ont toujours été financés par le RSA. Il y a certains qui sont financés par le reste sans activité. Bougassimi était Bogaili, qui a touché. Comment fera-t-il, ce jeune, pour avoir sa retraite demain ? Quel type de retraite il aura ? Vous mettez l'accent sur un vrai sujet que j'ai vu, que j'observais ici comme ailleurs, parce que je vous disais mon parcours, j'ai eu à exercer aussi bien dans l'Hexagone qu'ici. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne sont pas fautifs, parce que l'idée prévaut que... Ils sont des victimes. Voilà. Moi, je dis que personne ne choisit de bénéficier du RSA à vie. C'est vraiment une contrainte qui fait que... D'autant que ceux qui ont la possibilité, je vous le dis, eux, ils vont prendre l'avion pour aller chercher en France ou ailleurs un emploi. Oui, c'est plutôt... Moi, je les mets plutôt dans la victime. Après, c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes. C'est que faisons-nous, quelle mobilisation nous mettons en place pour remobiliser ces jeunes-là. Mais je vous le dis, sous les 46 000 bénéficiaires du RSA, il serait intéressant de savoir combien, au cours de l'année dernière, ont eu un entretien personnalisé, ont eu une formation, et combien, chaque année, retrouvent un emploi. Quand j'étais en Alsace, je ne dis pas qu'il faille transposer, hein, comparaison n'est pas raison. Mais en tout cas, j'ai deux focales. Vous aviez un référent qui vous suivait, qui vous proposait un accompagnement, et en cas de refus, de deux refus, la prestation pouvait être supprimée. Voilà. Je crois, je ne dis pas qu'il faille absolument transposer ça au niveau de chez nous, mais je dis qu'il faut rendre active une politique de réinsertion de nos jeunes. Alors, avant de continuer plus loin, j'ai quand même connu, comme beaucoup de ma génération, tout le bien fondé du bassin de Radoub, qui est le bassin de Radoub le plus performant de toute l'Amérique latine et du golfe du Mexique.
quand on voit le niveau de professionnalisme de ces ouvriers, et quand on constate que le plus jeune soudeur, il doit avoir une cinquantaine d'années, et qu'on a vu au niveau de la Martinique, dans les 30, 40, 50 dernières années, rien n'a été mis en place pour permettre d'avoir des activités manuelles performantes, dont la soudure. Nous avons des usines qu'il faudra tôt ou tard réparer. Je prends l'exemple du Galion, des grandes usines où il faudra faire de la charpente métallique et autres. Ils sont là, qu'on beffe caca des couches bicyclettes passées, parce qu'on n'a pas pensé à mettre en place cette politique. Pensez-vous qu'il est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard, surtout quand on s'adresse à notre jeunesse. Il faut faire, mais il faut regarder la situation avec lucidité. Vous avez, le social n'est qu'une conséquence, qui accompagne. La vraie solution passera par un développement économique. Alors, pour remettre le Martinique à quel développement économique souhaitons-nous? Vous avez raison. Aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, il y a des emplois, il y a des qualifications qui manquent. Voilà, il n'y a pas d'adéquation forcément entre les offres, parce qu'il y en a quelques-unes, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? A-t-on initié à l'échelle du pays une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour faire justement qu'il y ait des points de jonction? Je prends un exemple qui va concerner le sujet qu'on va aborder tout à l'heure, qui est les conséquences et les défis liés au vieillissement. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons un grand déficit d'emploi en matière d'accompagnement de ce phénomène. L'INSEE dit que, à échéance inchangée, on aura besoin d'à peu près 7000 emplois à l'échéance 2003 sur les métiers du lien, que ce soit aide-soignant, infirmier, ergothérapeute, voilà, pour accompagner nos aînés. Donc là, c'est une niche, mais ça ne se fera pas de façon automatique. Il faut que le mouvement soit accompagné. Il faut d'abord qu'on en fasse un vrai métier. C'est pour ça que j'ai appelé ça les métiers du lien. C'est important, ça a du sens chez nous. Et qu'on forme nos gens à cette prise en charge et que ce soit payé à hauteur de ce qui soit payé. Je pense que c'est une niche formidable. Mais dans un domaine qui vous est cher, que vous menez sur justement une économie plus vertueuse en matière de respect de l'environnement. Il y a des niches formidables. Moi, en tant qu'expert, je ne peux que regarder le champ des possibles. Je sais que, puisqu'on en parlait, un de nos atouts à la Martinique, c'est la qualité exceptionnelle de nos paysages. Or, nous observons, nous regardons, les abords de nos plages sont sales. Alors, quand ce n'est pas des sargasses, c'est nos propres comportements irrespectueux de cet environnement. Pourquoi ne pas imaginer des emplois verts, mais avec une véritable qualification? Je ne dis pas, quand je disais tout à l'heure, je parlais des bénéficiaires du RSA, c'était ce que j'avais en tête. Hein, oui. C'est voilà. Et je pense que par rapport à leur dignité, ils seraient très fiers s'ils avaient un véritable emploi, un véritable statut. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'innovation, d'imagination et surtout pas de fatalisme. Je sais que ce n'est pas votre état d'esprit quand vous disiez tout à l'heure est-ce qu'il faut baisser les bras. Simplement, il faut... Alors, vous avez bien compris que mon propos n'est pas du tout politicienne, je suis un expert, je dis la réalité telle qu'elle est. Tout ce que vous dites là est factuel. Je dis la réalité telle qu'elle est et je dis qu'aujourd'hui, effectivement, on n'offre pas à un pan entier de notre jeunesse, on leur offre pas des possibilités de se fixer sur leur territoire et ils n'ont pas d'autre choix, effectivement, que de partir pour ceux qui le peuvent et ceux qui restent à, entre guillemets, vivoter avec les minas sociaux. C'est pas ce dont je rêve pour mon pays. Alors, en termes de rêve, qui aujourd'hui est devenu réalité, vous êtes lancé dans le relais des seniors et de tout ce qui accompagne. Est-ce que vous pouvez nous développer cet élément? Oui, et si vous le permettez, je vais le prendre par un angle assez inhabituel, parce que vous me connaissez depuis longtemps, je suis assez pudique. Effectivement, j'ai eu 40 ans d'activité professionnelle bien remplie. J'aurais pu, comme tout le monde, j'habite Sainte-Anne, profiter, voilà. Regardez les petits oiseaux. Alors, il faut être honnête, je sais difficilement encore rester sans rien faire. Et puis, il fallait que je trouve un sujet qui me motive. Alors, il se trouve qu'à titre personnel, j'ai été pendant 10 ans aidant d'une maman qui a eu la maladie d'Alzheimer. Et j'ai une petite sœur, encore aujourd'hui, qui est handicapée. Et dont mes frères et moi, et sœurs, nous sommes aidants. Donc c'est un sujet que je connais pas de façon théorique, mais je connais de façon pratique.
Et dans ma recherche de reconversion, je me suis dit, voilà, quand j'ai regardé notre situation, que ce soit la situation faite à nos aînés, que ce soit la situation faite aux personnes handicapées, j'ai dit que c'était pas à hauteur de ce que nous ont transmis nos aînés ou à hauteur de ce que les personnes qui sont victimes d'un accident et qui subissent un handicap à hauteur de ce qu'on appelle aujourd'hui une société inclusive, au regard qu'ils méritent. Ce sont, j'appelle ça, nos invisibles. Voilà. Et je me suis dit, ben voilà ton sujet. Et depuis 2 ans maintenant, je suis pleinement investi dans ce champ-là. Et je me bats. J'ai fait d'ailleurs un article avec des propositions paru en novembre dernier dans Antilla, qui fait un constat froid de ce qu'est la réalité et qui fait un certain nombre de propositions, une vingtaine, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup d'écho dans le débat public. Et je vous remercie de me donner cette opportunité justement d'en parler, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, à titre personnel et à titre professionnel, parce que je trouve que on a parlé du chômage, on a parlé de l'exclusion, mais c'est un défi, et pas un défi dans 50 ans, c'est un défi à 10 ans, qui est là, et je qualifie ça même d'une bombe à retardement. Alors certains s'évertuent, c'est bien de chez nous, à ne pas regarder le problème en face, avec lucidité. Ils veulent mettre le problème sous le tapis, mais les faits sont têtus. Mais la patrouille va nous rattraper. Les faits sont têtus. Moi, je suis de ceux qui... Et j'espère bien me tromper. J'aimerais bien, dans 5 ans, vous m'invitiez, puis vous dites, bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, regardez, voilà. Je pense que ce questionnement sur le vieillissement est de nature à, j'emploie un terme un peu fort, à bouleverser tous les aspects sociétés de notre société. Donc il est urgent, lucidement, de se mettre autour d'une table et de voir comment on peut accompagner. Il n'y a pas que des inconvénients. Je ne suis pas en train de dire qu'une société avec une majorité d'aînés, c'est une société... Non, je dis simplement, il faut simplement regarder l'impact en termes économiques, en termes financiers, en termes sociétal, en termes d'offre des services. Quelle offre de Parce que là, il y a des emplois derrière. Pas des situations, et des emplois énormes, pas des situations subies, comme aujourd'hui, la situation pour nos aînés, qui sont en majorité des personnes âgées, dépendantes à leur domicile. Bien souvent, ce sont des maisons individuelles qui ne sont pas adaptées à la nature de leur indépendance. Et comme il y a une adéquation entre l'offre et la demande, comme le coût pour entrer dans un EHPAD est excessivement cher, vu la moyenne des retraites à la Martinique, il y a un vrai sujet de solidarité nationale, de solidarité locale, parce que si la situation de nos aînés, je rappelle que c'est eux qui ont construit la Martinique de l'après-guerre à aujourd'hui, c'est eux qui nous ont fait. Et nous venons derrière prendre le relais. On leur doit bien justement ce regard attentif, ce regard du care, comme diraient les Américains. Et je crois que ça pourrait faire partie justement dans une société en manque de sens, en manque de quête de sens, une société du soin pour les plus vulnérables des nôtres prendrait toute sa portée. Quand on sait que pratiquement toutes nos maisons ne sont pas adaptées, quand on a la possibilité de construire, on construit parce qu'on peut encore courir dans les escaliers, mais quand on arrive au bout du rouleau, on ne veut plus gravir les escaliers, on ne peut plus monter sur une échelle et autre. Quand on voit que les maisons ne sont pas adaptées, il y a tout un métier qui se met en place derrière. Mais tant qu'on n'aura pas dépollué intellectuellement nos politiques, on n'avancera pas. Ce que nous sommes en train de dire là, ils sont tous conscients de cette affaire. Quand on discute avec eux, ils sont parfaitement conscients. Devant la réalité, on fait quoi ? C'est toujours le même sujet, Florent Grabin, on a une difficulté avec le faire. Sur les constats, on peut être assez d'accord. Mais quand on ne peut pas faire, on le donne à faire aux autres qui savent le faire. Mais quand on refuse d'instruire des dossiers pour pouvoir faire, tout le drame est là. Parce que le problème, il faut qu'un jour que nous puissions avoir ces dirigeants-là en face de nous dans un débat pour leur demander, on fait qui ça ? On était là pendant 50, 60 ans, on fait qui ça ? Voilà la réalité aujourd'hui. Quand nous regardons ce qui se passe au niveau de nos jeunes, vous demandez à un petit jeune de venir signer un contrat d'apprentissage pour qu'il soit plombier, par exemple. Il vous dit, je préfère être pilote d'hélicoptère. Hein. L'hélicoptère, c'est quoi ? Ça tondeuse. Il a passé 4 ans la monnaie, il est dans quoi ?
quand on essaie de faire de lui un carrossier, il file. Hein? Or, le problème, c'est qu'il n'y a rien pour inciter ces jeunes-là à rentrer justement sur ce rail. Alors, si vous le permettez, je vous disais que j'avais produit un article, et c'était en amont du plan de relance. Et je pensais modestement que ça allait pouvoir relancer dans le débat. Ça n'a pas été le cas et je le regrette. Non pas parce que ça venait de moi, mais je vais vous prendre un exemple concret et pour vous montrer que dans le cadre d'une approche systémique, tout est dans tout. Et c'est la problématique du vieillissement. Et par rapport aux enjeux que vous venez de développer et faire le lien entre l'économique et le social. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, quelles que soient les tendances politiques, l'approche et l'accompagnement par rapport à cette problématique démographique, c'est une faillite totale. On n'est pas à la hauteur et ça va, passez-moi l'expression, nous péter au visage. Pardon, souvent je le dis, nous risquons un jour d'avoir un décembre 59 en Martinique et ça va très mal. J'ai une amie infirmière libérale qui donc fait des soins infirmiers dans toutes les campagnes du Sud. Elle me dit que le seul contact des personnes âgées, c'est bien souvent elle, et c'est elle quelquefois qui va faire les courses pour les personnes. Donc il y a des réalités, je vous disais qu'il y a des invisibles, il y a des réalités qu'on ne veut pas voir. Et alors on veut nous faire croire en revanche que, et ça vaut partout dans le monde, si vous interrogez les gens, toutes les personnes vous diront je préfère rester à mon domicile. Moi le premier. Normal. Voilà. Problème, donc on essaie de nous faire croire, comme on a pris du retard en matière d'hébergement collectif, que c'est un choix des Martiniquais que de vouloir. Le problème n'est pas entre l'individuel et le collectif. Et de toute façon, le retard est tel qu'il faudra des années et des années pour arriver à un taux d'occupation qui se rapproche de la moyenne nationale. On n'y arrivera pas compte tenu des enjeux financiers. Mais c'est peut-être une opportunité si on se mettait de façon raisonnable autour de la table. Et vous avez soulevé le sujet, à 80% des gens qui bénéficient de la PASS sont à domicile. Après, le problème, c'est quel domicile et quel service, quelle offre de service. Alors, dans le domicile, et c'est là que je dis qu'il y a un lien avec l'économie, c'est qu'on pourrait lancer un grand plan, de mise aux normes de l'habitat individuel de ces personnes qui ont souvent des faibles ressources. Oui. Et qui sont. Ça, c'est la première réponse. Vous voyez, c'est une façon aussi de relancer le BTP. Parce que si vous raisonnez à l'échelle de la Martinique, je peux vous assurer il n'y a pas que le BTP. Oui, il n'y a pas que le BTP. J'y viens. C'est la maison, c'est la structure. Mais il ne faut pas que ça. Parce que quelqu'un ne peut pas être là en permanence. C'est soit la famille. Voilà. Mais il y a, et ça, c'est dans l'innovation, on peut développer la télémédecine, on peut développer la domotique, c'est-à-dire avoir des systèmes innovants. On a des jeunes start-upers qui peuvent développer ces services-là pour permettre à la personne, tout en restant chez elle, d'avoir un lieu sécurisé et d'avoir une surveillance à distance. Tout ça, c'est possible techniquement. Mais le problème, encore faut-il... On va se répéter. Quelle est la volonté, quel est le projet politique qui fait que... Et on peut refaire le lien avec l'intergénérationnel, c'est qu'une partie de nos jeunes qui sont condamnés à partir ou à être au RSA, leur dire qu'il y a ce beau métier qui est l'accompagnement de nos aînés en revalorisant les métiers, et ça peut être une façon aussi de fixer une partie de cette jeunesse-là. Voilà. Mais encore faut-il le vouloir. Il y a un exemple patent, les HLM. Nous avons des personnes qui ont un certain âge, qui sont au 5e, 6e étage. Tout à fait. Pourquoi ne pas repenser le bâtiment, faire en sorte que ces personnes soient à rez-de-chaussée, puisque souvent elles ne savent même pas monter au premier étage, à rez-de-chaussée, sécuriser les rez-de-chaussée, faire en sorte qu'on puisse respecter ces personnes qui peuvent aller prendre le bus, qui peuvent rentrer et sortir, prendre le taxi, sortir quoi. Vous avez totalement raison. Et là, c'est un beau phénomène. Et par contre, pardon. Oui, je vous en prie. Et c'est pourquoi je dis à l'auditeur, au téléspectateur, écoutez pour comprendre. Oui. En ce moment, nous avons beaucoup de personnes qui ont été à la manette, qui ont eu le pouvoir en main. Ils n'ont rien fait de tout ça. Et nous les entendons actuellement venir répéter tout ce que nous disons. Ils vont faire bailleur, ils auraient failli. Mais vous n'avez pas été capable, pendant 5-10 ans, même des fois 50 ans, laisser la place à d'autres, quitte à venir demain, leur dire, mais non, on va aller trop vite, on va aller mal.
mais restez derrière. Passons le relais aux autres. La question des HLM, là, aujourd'hui, nous disons que ce n'est pas soutenable d'avoir des personnes qui ne peuvent pas monter les escaliers. On a eu des coupures d'eau ces derniers temps. Ben, grâce à la bonne volonté de certains petits jeunes du quartier, ils ont pu faire monter des bidons de 20 litres dans la maison. Mais s'il n'y avait pas ça, on aurait fait quoi? Florent Grabin, vous avez totalement raison, et je vais rebondir sur ce que vous disiez pour prolonger un petit peu. J'ai dit que 80% des personnes bénéficiaires de la PAF vivaient à domicile, mais vous avez raison, il y a une partie, vous allez nous rappeler, qui vivent dans le parc social. Donc le même effort d'adaptation qu'il y a à faire dans les maisons individuelles, il faudrait aussi... Dans les HLM. Et vous voyez bien l'impact que ça peut avoir sur la relance du BTP. Mais je voudrais rajouter aussi, ne pas oublier le volet, l'offre de services. Parce que nos personnes âgées ont besoin, notamment dépendantes, ont besoin de soins, mais ont besoin de plus que ça. Quelqu'un pour leur faire à manger, par exemple. Pour faire la conversation. Pour la conversation. Pour activer des facultés cognitives qui sont peut-être en perte. Tout ça, c'est bien connu. L'isolement, c'est le danger. Il y a à organiser au plus près de leur domicile, parce qu'entre l'EHPAD, faire simple, parce que si vous regardez la configuration des EHPAD, vous pouvez être en région parisienne et retrouver les mêmes. Hein. On n'a pas pensé, on n'a pas pensé des lieux collectifs en fonction de notre environnement. Je caricature, mais c'est un peu la réalité. Et le domicile, on peut aussi imaginer ce qu'on range derrière le terme d'habitat exclusif, quelque chose qui soit de plus petite taille, entre 10 personnes, pas loin des centres-bourgs, parce que les personnes âgées aiment à retrouver le milieu. On peut imaginer qu'à côté de la structure habitat inclusif, qui est une crèche, qui a un centre de loisirs, qui a un parcours de santé, qui ne sert pas seulement pour les personnes âgées, mais pour les jeunes. On peut imaginer en terre-plein central de cette distribution un jardin créole qui permet aux gens de retrouver les odeurs d'époque. On peut, pour ceux qui peuvent, manipuler. Bref, il faut arrêter de faire preuve de paresse intellectuelle et de vouloir importer tous les modèles métropolitains. Il faut imaginer un modèle de développement, y compris dans ce domaine-là, qui nous soit propre. Et je crois que c'est le défi qui est devant nous, et c'est le défi qu'il faut relever. Nous, on est prêts à tous ces défis. Nous sommes prêts. C'est bien pour ça que nous avons toujours œuvré pour une Martinique autrement. Mais il faut déjà que celui qui est en face de vous puisse écouter, comprendre qu'il y a un problème. Ne pas fuir, ne pas courir, et puis dire, bon, ben, viens voter par moi, on va faillir. Ça, c'est cette obsession qu'ils ont. Or, nous disons, l'urgence des urgences, c'est de tenir compte de cette réalité qui est là. Tant au niveau des crèches. Hein. Pourquoi ne pas avoir des crèches côte à côte de ces maisons, où on a de l'intergénérationnel qui se croise? Mamie, bien content, où est monsieur venu pour un pays, car après on fait conflit, et ainsi de suite, faire en sorte qu'on puisse évoluer dans ça. Or, nous constatons une chose, on veut vivre à l'américaine, on veut vivre à la française, au point où aujourd'hui, le monde ne même dit bonjour encore. Ça, je dis faisons attention à ça. Tout à fait. Alors, j'aime pas trop employer ce terme parce qu'il est un peu galvaudé, vivre ensemble, voilà. Mais bon, chacun voit à quoi ça renvoie. Je crois qu'il n'y a pas de construction collective sans, je le disais tout à l'heure, un cap, du sens. Et je crois que c'est aujourd'hui, sans vouloir rentrer dans le débat politique qui va nous occuper les prochains, mais c'est important dans une démocratie qui est ces rencontres. Mais pas de façon en tant qu'expert, je ne pourrais pas comprendre que les problématiques qu'on a soulevées tout le long de cet après-midi, à savoir la situation socio-économique de la Martinique, la montée de la grande pauvreté, donc des inégalités, parce que dans une société, j'ai pas eu le temps de développer, très clivée, parce qu'il y a des gens aisés, très aisés, il y a une classe médiane assez restreinte, et puis vous avez des gens pauvres et très pauvres.
Et ça, c'est pas tolérable. Sur l'indice de Gini, par exemple, qui mesure justement l'écart de pauvreté dans un pays, son échelle qui va de 0 à 1, 0 étant la société la plus égalitaire, 1 inégalitaire. En France, on est à 0,25. En Martinique, on est à 0,41. Donc, vous voyez bien ce qu'on a. On a pratiquement deux tableaux différents. Deux mondes. Voilà. Et pourquoi je parle de l'extrême pauvreté, et les personnes âgées en font partie, puisque la retraite moyenne n'est pas supérieure à 700 euros. Ces personnes-là se retrouvent confrontées à des problèmes de cherté de vie. C'est un facteur d'inégalité. Pour faire simple, de malbouffe, de problèmes alimentaires. Oui. Et en cumulant ces difficultés, on va se retrouver avec des pathologies qui vont faire que l'obésité, les AVC, sont une maladie de pauvres, hein, pour faire simple, hein, qu'on retrouve en surreprésentation chez nous. Alors ceux qui ont les moyens vont acheter dans les magasins bio, vont faire prendre les circuits courts, mais les autres vont cumuler les handicaps qui font que, en moyenne, lorsqu'une personne âgée va rentrer dans un établissement en EHPAD d'indépendance à 85, 86 ans en France, chez nous, ils vont rentrer dès 82, 83 ans, du fait de ces maladies chroniques. Mais où sont les programmes de prévention dès la maternelle pour apprendre aux enfants à bien manger? Où sont un programme de reconquête de l'autonomie alimentaire? Voilà, tout ça aussi doit participer du débat, à mon avis, et ça peut faire sens. Et surtout ne pas oublier une chose, nos anciens nous l'ont appris. Quand la misère rentre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Et on voit les explosions de foyers aujourd'hui simplement pour l'absence de pépettes, de stimulus à la maison. Et ça aussi, ce sont des choses qui engendrent des phénomènes que nous constatons. Nous ne sommes pas des anciens. Nous vivons là en Martinique, on voit ce qui se passe autour de nous. Et nous constatons, ça dérange. Ça ne dérange pas. Oui. Alors, ce que je ne voulais pas qu'on termine avant que je l'évoque, parce que ça me tient à cœur. On a ces inégalités, dont on a parlé à grands traits, mais il y a comme une géographie de la pauvreté à la Martinique. Parce que dans les solutions à préconiser, on ne pourrait pas appliquer avec une extrême disparité entre, pour faire simple, la communauté d'Aglo Cap Nord, où là, ils battent tous les records en matière de seuil de pauvreté, en manque d'équipement. Donc, s'il y a prioriser, voilà. Et puis, une très forte concentration au niveau du centre qui pose des problèmes en termes d'aménagement du territoire, des problématiques de mobilité également, parce que c'est un facteur d'inégalité que de ne pas pouvoir se transporter, surtout quand on est personne âgée, quand on est étudiant. Voilà. Et puis, je pense à eux, et je vous ai dit comme ça me tenait à cœur, mais il y a un vrai sujet quand même, c'est les 15-24 ans qui sortent du système scolaire, je l'ai dit, sans aucun diplôme. Il faut vraiment qu'ils soient au cœur de toutes nos attentions, parce que c'est le cœur battant du pays. Et voilà, donc il faut vraiment que dans les projets futurs, qu'une attention très particulière leur soit faite. Et pour conclure, nous allons arriver au terme de notre émission. Ça passe tellement vite. Ça passe très vite et il y a tellement de choses à dire. La notion de l'anticipation. Pensez-vous que ça existe en Martinique? En tout cas, ce que je peux vous dire, de par mon observation, puisque j'accompagne des collectivités, j'accompagne des particuliers, donc j'ai un champ qui me permet de dire que, et par rapport au métier que je faisais, on vit dans un monde de plus en plus incertain, imprévisible. Il a toujours été, mais ça devient de plus imprévisible. Il est difficile de faire des prévisions à 5 ans. Voilà. Pour autant, et je répondrai directement à votre question, on ne peut pas, si on veut piloter, quoi que ce soit d'ailleurs, ne pas avoir de l'anticipation. Et ce que j'observe, moi, c'est que bien souvent, dans les entreprises que j'accompagne, c'est qu'elles n'ont pas, précisément, en ayant le nez tellement dans le guidon, ne pas su, effectivement, faire de la prospective et pour, justement, comme vous le disiez, anticiper les facteurs d'évolution. Et alors,
Les anticiper, c'est une chose, mais accompagner les évolutions, c'est aussi... c'est pour ça qu'on anticipe. C'est accompagner les évolutions. Le rôle premier En de clair, la je suis barreur de Niol. J'anticipe parce que j'ai vu avant tout le monde qu'il y avait un vent, un nuage qui allait changer le sens du vent, et je m'adapte en prenant un bord qui me permettra d'avoir le vent plus favorable. Le rôle de la collectivité, c'est d'anticiper, mais d'écouter les sachants. C'est pas de les combattre. Oui. Mais Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Et c'est peut-être ça notre problème. Où est-ce qu'on veut aller collectivement? C'est la seule réponse. Alors, est-ce qu'on souhaite mettre la Martinique tchouboutette? Il y a ceux qui hier nous avaient dit, promis, il y aurait des encaillés, et on constate une chose, ils tchoulent en bas. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse changer, qu'on puisse capoter, remettre la Martinique au travail. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ce qui se fait là, parce que je vous dis, monsieur Jeanville, je crains un décembre 59 en Martinique. Mais soyons réalistes, soyons optimistes. Soyons optimistes. J'espère qu'en faisant simplement une bascule, en mettant tout ce beau monde qui a fait ce qu'il y avait à faire hier au placard, et de donner à d'autres chances pour voir comment faire, et que nous, société civile, qu'on puisse les accompagner pour faire ce qu'il y a à faire. Autrement, je vous dis, on est le bec dans l'eau. En tout cas, merci. Je voudrais, si vous permettez, parce que c'est par rapport à ce que vous disiez sur l'optimisme, il y a un philosophe que j'aime beaucoup et qui disait au pessimisme de l'intelligence, il faut opposer l'optimisme de la volonté. Voilà le chemin que je nous souhaite. L'optimisme de la volonté. Et nous, dès le départ, on a pris une notion optimiste pour une Martinique autrement. On veut qu'on fasse autrement. Et beaucoup d'écologistes que nous voyons sur le marché, écologistes pastèques, verts rouge en dedans, et des fois noirs dans les graines, nous leur disons calmos, construisons notre Martinique. Avant d'obtenir mon qui dit à Obagaï, on a le droit de se manifester, on a le droit de faire des choses qui dépassent l'entendement, jusqu'à une certaine limite. En attendant, je demande, et vous aussi vous nous rejoignez, écoutez pour comprendre. Tant qu'on n'écoute pas, on ne peut pas comprendre. En tout cas, merci, M. Jeanville. Je vous remercie pour la qualité de vos échanges. Merci. Et puis, c'est un regard d'expert, mais j'espère que ça peut éclairer le débat. Il faut que des sachants puissent dire ce qui se passe et il faut que le débat, le vrai débat s'installe dans ce pays. Où sont passés nos intellectuels? Et il y en a. Merci, Florent Crabin. Merci, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Nous vous invitons à regarder l'émission jusqu'au bout, à le faire savoir. Et on continue à vous donner des personnes de qualité, de manière à pouvoir savoir où on veut aller. Écoutez pour comprendre. Merci encore.